Constantinople. Les Scandinaves l'appelaient Miklagard, la grande cité. Difficile de leur donner tort. À la fin du Xe siècle, aucune ville européenne ne rivalisait avec cette métropole éblouissante qui comptait plusieurs centaines de milliers d'habitants. Ses murailles titanesques défendaient des palais couverts d'or, des églises aux coupoles brillantes et des marchés où affluaient les richesses du monde connu. Pour des guerriers venus des fjords glacés de Scandinavie, cette vision devait tenir du miracle. Mais comment ces Vikings du Nord ont-ils fini par devenir les gardes du corps personnels de l'empereur byzantin, l'homme le plus puissant de la chrétienté orientale? Cette histoire commence bien avant la création officielle de la garde Varègue en 988. Elle prend racine dans les fleuves de l'Europe de l'Est, sur les routes commerciales qui reliaient la Baltique à la mer Noire. Dès le 8e siècle, des Vikings suédois s'aventurent vers l'Est. Contrairement à leurs cousins danois et norvégiens qui terrorisent les côtes de l'Europe occidentale, ces Scandinaves orientaux cherchent les routes fluviales. Ils remontent la Volga, descendent le Dniepr, créent des comptoirs, des forts. À Novgorod, au bord du lac Ladoga, ils établissent une colonie permanente qu'ils nomment Aldeigjuborg. Les populations slaves locales les appellent les Russes, un terme qui donnera plus tard son nom à la Russie. Ces Russes ne sont pas que des commerçants. Ils sont guerriers, mercenaires, pirates selon les occasions. Vers 860, une flotte varègue attaque Constantinople elle-même. L'assaut échoue face au feu grégeois, cette arme terrifiante que seuls les Byzantins maîtrisent, capable de brûler même sur l'eau. D'autres raids suivent en 907, 911, 941, 945, 971. À chaque fois, les varègues sont repoussés, mais ces affrontements créent un respect mutuel. Les empereurs byzantins comprennent vite la valeur de ces guerriers nordiques. Dès 874, des Russes servent déjà dans l'armée byzantine. L'empereur Théophile négocie avec eux pour obtenir des mercenaires. En 911, un traité de paix entre Oleg le Sage, prince de Kiev, et Byzance permet aux Russes de commercer à Constantinople et d'être incorporés dans l'armée impériale. Les noms des signataires varègues sont tous d'origine scandinave. Karl, Inegeld, Farleifr, Guidi, Roaldr. Ces hommes du Nord deviennent une présence familière dans les rangs byzantins. Mais le véritable tournant arrive en 987, quand l'empereur Basile II se trouve dans une situation désespérée. Basile II monte sur le trône en 976, mais son règne débute dans le chaos. Deux généraux puissants se rebellent simultanément, Bardas Skléros et Bardas Phocas. Ces hommes commandent des armées loyales, contrôlent des territoires immenses. Pour Basile, jeune empereur, la situation semble perdue. Sa propre garde byzantine inspire peu confiance. Les jeux de pouvoir constants, les trahisons, les complots sont monnaie courante à Constantinople. L'empereur a besoin de guerriers qui n'ont aucun lien avec les factions byzantines, aucune ambition politique locale. Basile se tourne vers Vladimir Ier, prince de Kiev. Vladimir a ses propres problèmes. Des milliers de guerriers varègues turbulents viennent de l'aider à conquérir Kiev. Et maintenant, ces mercenaires exigent leur paiement. Ils réclament 2 grivnas pour chaque habitant de la ville. Vladimir les fait patienter, leur demande d'attendre que les fourrures de martre soient revenues. Mais il sait qu'il ne peut pas les garder. Ces hommes sont dangereux, indisciplinés, impossibles à payer. Un accord est conclu. Vladimir enverra 6000 de ses guerriers varègues à Constantinople. En échange, il recevra la main d'Anne, la sœur de Basile II, une princesse porphyrogénète née dans la chambre pourpre du palais impérial. Pour une princesse byzantine, épouser un prince barbare étranger est une humiliation sans précédent. Mais Basile est désespéré. Il accepte, à condition que Vladimir se convertisse au christianisme et baptise tout son peuple. L'hiver 987-988, les 6000 varègues arrivent à Constantinople. L'historien Jean Skilitzès décrit leur apparition. Des géants blonds débarquent de leurs dracars, armés de longues haches à 2 mains et d'épées lourdes. Leur stature impressionne les Byzantins habitués aux soldats plus petits de la Méditerranée. Michel Psellos, chroniqueur byzantin, les décrit comme des taurocytes, soulignant leur origine barbare et leur férocité. Basile ne perd pas de temps. Au début de 989, il mène personnellement ses varègues contre Bardas Phocas. La bataille d'Abydos, le 13 avril 989, reste dans les mémoires. Phocas, voyant Basile en personne conduire l'assaut, meurt d'un arrêt cardiaque. Ses troupes paniquent et fuient. C'est alors que les varègues montrent leur vraie nature. Ils poursuivent les fuyards et, selon les chroniques, les mettent joyeusement en pièces. Les soldats de Phocas,
surpris pendant leur ripaille dans un campement, sont massacrés jusqu'au dernier. Les Varegs brandissent leurs haches et leurs épées sans pitié, pataugeant dans le sang jusqu'aux chevilles. Cette brutalité choque même les Byzantins, pourtant habitués aux horreurs de la guerre. Mais elle impressionne aussi Basile II. Ces guerriers ne connaissent ni la peur ni la pitié. Ils n'ont aucun lien avec les factions byzantines, aucune ambition de conquérir le trône pour eux-mêmes. Ils se battent pour l'or et pour leur serment. Basile décide d'en faire sa garde personnelle, la garde Vareg Esne. Le terme vient du vieux norrois Veringjar, qui signifie « homme sous serment ». Ces guerriers prêtent allégeance directe à l'empereur. Ils deviennent les Tagma Tonvarangom, un corps d'élite distinct au sein de l'armée byzantine. Leur casernement se trouve dans le grand palais de Constantinople, au cœur du pouvoir impérial. Les Varegs se distinguent par leur apparence physique autant que par leur équipement. Les chroniqueurs byzantins ne cessent de souligner leur taille exceptionnelle, leur blondeur, leurs larges épaules. Anne Comnène, fille de l'empereur Alexis Ier, écrit avec admiration sur ces barbares porteurs de haches venus de Thulé, cette terre mythique du Grand Nord. Leur arme emblématique est la hache danoise. Une arme terrifiante mesurant 1,40 m de long avec une lame de 17 cm de largeur. Cette hache à deux mains, appelée rhomphaia par les Grecs, se porte suspendue à l'épaule droite. Un guerrier Vareg manie cette arme avec une force et une dextérité qui glacent le sang des adversaires. D'un seul coup, elle peut fendre un casque, briser un bouclier, abattre un cheval. Mais les Varegs ne se limitent pas à la hache. Ils portent aussi des épées longues, souvent à double tranchant, des arcs pour le combat à distance et de larges boucliers ronds typiques de la tradition scandinave. Leur cotte de mailles, héritée des techniques nordiques, offre une protection efficace contre les flèches et les coups d'épée. Leur manière de combattre impressionne particulièrement les Byzantins. Les Varegs forment des rangs extrêmement serrés, protégés par leurs boucliers, d'où montent des chants sourds et des cris de guerre qui figent l'ennemi de terreur. Cette formation, proche du mur de boucliers vikings traditionnel, est presque impénétrable. Quand ils attaquent, c'est avec une rage berserk qui ne connaît ni retraite ni quartier. Le chroniqueur Gustav Schlumberger rapporte que les Varegs attaquent avec une fureur qui défie l'entendement. Ils ne se soucient ni de leur sang ni de leurs blessures. Cette propension à charger sans se préoccuper de leur propre sécurité les rend redoutables comme troupes de choc. Les généraux byzantins les utilisent au moment critique d'une bataille, quand il faut briser la ligne ennemie ou tenir une position à tout prix. En 1021, lors d'une campagne en Arménie, un incident révèle leur caractère. Un fantassin russe est attaqué par un noble arménien qui veut lui voler le foin de son cheval. Les Varegs viennent immédiatement en aide à leurs camarades. Une mêlée générale éclate. Quand la poussière retombe, un prince arménien et au moins 30 soldats gisent morts. L'empereur Basile II ne punit pas les Varegs. Il sait que cette loyauté farouche entre eux est précisément ce qui les rend si efficaces. Cette cohésion se manifeste aussi dans leur déploiement tactique. Sur le champ de bataille, les Varegs peuvent servir d'infanterie défensive autour de l'empereur, formant un mur vivant de boucliers et de haches. Ou bien ils sont lancés comme unité offensive, leur charge massive brisant les formations ennemies. Leur adaptabilité tactique surprend les adversaires byzantins. Les plus jeunes et moins expérimentés de la garde servent aussi dans des rôles maritimes. Héritiers de la tradition viking, ils manient les navires avec une habileté qui impressionne. Ils sont déployés sur des embarcations légères, appelées Shelandion ou Siakon, pour traquer les pirates en mer Noire et en Méditerranée. Cette polyvalence fait d'eux un atout inestimable pour l'Empire. Mais au-delà de leur prouesse martiale, les Varegs ont un autre avantage crucial, leur loyauté. Contrairement aux soldats byzantins toujours tentés par les complots et les coups d'État, les Varegs restent fidèles à l'empereur régnant. Ils ne comprennent rien aux subtilités politiques byzantines et ne s'y intéressent pas. Leur serment est sacré. Tant que l'empereur paye et les respecte, ils le défendent jusqu'à la mort. Cette fidélité a ses limites. Les Varegs sont loyaux à la fonction impériale, pas forcément à l'homme. Quand un empereur est détrôné ou assassiné, ils transfèrent simplement leur allégeance au successeur. Cette flexibilité pragmatique les rend encore plus précieux dans le monde byzantin où les empereurs changent souvent violemment. Servir dans la garde Vareg est extraordinairement lucratif. Les Varegs reçoivent les soldes les plus élevés de toute l'armée byzantine. Après la bataille de 1016, l'empereur Basile II attribue un tiers entier du butin à la garde seule, garde un tiers pour lui,
et distribue le dernier tiers au reste de l'armée. Cette générosité reflète la valeur que les empereurs accordent à leur garde nordique. Mais le privilège le plus extraordinaire des Varegs est le Polutasvarf, littéralement le pillage de palais. À la mort de chaque empereur, les Varegs ont le droit unique de se rendre au trésor impérial et de s'emparer d'autant d'or et de joyaux qu'ils peuvent emporter. Cette tradition assure que chaque changement de règne enrichit considérablement les membres de la garde. Ce privilège explique pourquoi tant de Scandinaves rêvent de servir à Constantinople. Les sagas islandaises regorgent d'histoires de jeunes hommes partant chercher fortune dans Miklagard. Beaucoup reviennent chez eux couverts de richesses, capables d'acheter des terres, d'équiper des navires, de devenir des hommes importants dans leur communauté d'origine. La saga de Laxdela raconte l'histoire de Bolli Thorleiksson, un Islandais qui sert dans la garde Vareg au XIe siècle. Quand il rentre en Islande, il porte des robes violettes brodées d'or si fines et si magnifiques qu'on le surnomme Bolli l'élégant. Ces vêtements byzantins, impossibles à obtenir en Scandinavie, deviennent des symboles de statut pour les anciens Varegs. Les pierres runiques disséminées à travers la Suède et la Norvège témoignent de cette époque. Certaines sont érigées en mémoire de guerriers morts à Constantinople ou sur le chemin du retour. D'autres célèbrent les exploits de ceux qui sont revenus riches et respectés. À Sainte-Sophie, la grande église de Constantinople, des graffitis runiques restent visibles aujourd'hui. L'un d'eux dit simplement « Halfdan a sculpté ces runes », un garde Vareg anonyme laissant sa marque dans le monument le plus sacré de l'Empire. Cette richesse attire un flux constant de recrues. Au XIe siècle, des guerriers arrivent de Suède, du Danemark, de Norvège, d'Islande. La route vers Constantinople devient légendaire dans le monde nordique. Les candidats doivent d'abord voyager vers l'Est, traverser la Baltique, remonter les fleuves russes jusqu'à Kiev, puis descendre le Dniepr jusqu'à la mer Noire. Ce voyage de plusieurs mois est dangereux, mais ceux qui l'accomplissent trouvent leur récompense. À leur arrivée à Constantinople, les recrues doivent d'abord payer pour entrer dans la garde. Ce droit d'entrée assure que seuls les guerriers sérieux et déjà expérimentés rejoignent les rangs. Une fois acceptés, ils intègrent une fraternité de guerriers d'élite où les liens se forgent à travers les combats et les épreuves partagées. Les Varegs développent leur propre culture au sein de Constantinople. Ils maintiennent leur tradition nordique, parlent leur langue, célèbrent leurs fêtes. Les chroniqueurs byzantins notent avec curiosité leurs rituels, leurs chants, leur consommation impressionnante de bière et d'hydromel. Cette identité distincte les isole quelque peu de la société byzantine, mais renforce aussi leur cohésion comme unité militaire. Aucun Vareg n'incarne mieux l'esprit de la garde que Harald Sigurdsson, qui deviendra Harald III de Norvège, surnommé Hardrada, le Sévère. Son histoire est celle d'un prince déchu, qui devient le commandant de la garde la plus prestigieuse du monde, accumule une fortune colossale et finit roi de Norvège. C'est aussi l'histoire du dernier grand viking, dont la mort en 1066 marque la fin de l'ère viking. Harald naît en 1015 dans le Ringrik, en Norvège. Il est le demi-frère du roi Olaf Haraldsson, qui tente de christianiser la Norvège par la force. En 1030, à seulement 15 ans, Harald combat aux côtés d'Olaf à la bataille de Stiklestad contre le roi danois Knut le Grand. La bataille tourne au désastre. Olaf meurt. Harald, grièvement blessé, doit fuir. Il trouve refuge en Russe de Kiev, auprès du prince Yaroslav le Sage. Pendant 3 ans, Harald sert dans l'armée de Yaroslav, participant aux campagnes contre les Polonais, les Péchénègues, diverses tribus nomades. Il se forge une réputation de guerrier féroce et de chef compétent. Mais Kiev ne suffit pas à ses ambitions. En 1033 ou 1034, Harald et 500 de ses hommes prennent la route du sud vers Constantinople. À Miklagard, Harald rejoint la garde Vareg. Sa carrière militaire sous les bannières byzantines est stupéfiante. Il combat contre les pirates arabes en Méditerranée, participe à des campagnes jusqu'à l'Euphrate. Le skald Thjodolfr Arnorsson, poète de cour, affirme qu'Harald contribue à la prise de 80 forteresses arabes. Même si ce chiffre est exagéré, il témoigne de l'ampleur de ses exploits. En 1038, la garde Vareg participe à une expédition byzantine en Sicile sous les ordres du général Georges Maniakès. L'objectif est de reconquérir l'émirat de Sicile des mains des Arabes.
Harald côtoie des mercenaires normands, dont Guillaume Bras de Fer. Les sources rapportent qu'il s'empare de 4 villes sur l'île, dont Messine et Syracuse. L'année suivante, en 1041, une révolte éclate dans le sud de l'Italie. Les Varegs sont envoyés pour la Mater. Aux côtés du catépan Michel d'Okeanos, Harald remporte d'abord plusieurs victoires. Mais les Lombards et les Normands, conduits par Guillaume Bras de Fer, infligent des défaites décisives aux Byzantins à Olivento en mars, puis à Montemaggiore en mai. Rappelée à Constantinople, la garde Vareg est ensuite envoyée en Bulgarie à la fin de 1041. Harald participe à l'écrasement du soulèvement de Pierre d'Eljan. Sa férocité dans cette campagne lui vaut le surnom de Bolgara Brenir, le brûleur de Bulgares. Ce surnom révèle la tactique qu'il emploie, brûler les villages bulgares pour terroriser la population et briser la rébellion. Durant ces années, Harald accumule une fortune immense. Il participe à 3 pillages de palais, à la mort de Romain III en 1034, de Michel IV en 1041 et de Michel V en 1042. À chaque fois, il s'empare de quantités prodigieuses d'or et de joyaux. Il envoie ses richesses à Kiev, sous la garde de son ami Yaroslav le Sage, pour les garder en sécurité. Cet argent financera plus tard ses prétentions au trône de Norvège. Harald gravit rapidement les échelons de la garde. Il devient Akolutos, commandant de la garde Vareg. Ce poste fait de lui l'un des hommes les plus puissants de l'Empire après l'empereur lui-même. Son influence est telle que les sagas scandinaves parlent de lui avec une admiration mêlée de crainte. Mais en 1042, tout bascule. À la mort de Michel IV, son neveu Michel V monte sur le trône. Le nouvel empereur se méfie d'Harald, peut-être parce qu'il est trop loyal envers l'impératrice Zoé, veuve de Michel IV. Certaines sagas suggèrent que Zoé elle-même est amoureuse du géant nordique. Harald est arrêté et emprisonné. Les raisons de son arrestation varient selon les sources. Certaines disent qu'il a fraudé l'empereur de son trésor, d'autres qu'il a demandé la main d'une nièce ou petite-fille de Zoé, ce qui aurait été une présomption inacceptable. Quelle que soit la raison, Harald se retrouve en prison avec la perspective d'une exécution. Mais en avril 1042, une révolte éclate contre Michel V. La garde Vareg se divise. Certains membres protègent l'empereur, d'autres, menés par des loyalistes de Harald, soutiennent les rebelles. Harald s'évade de prison avec l'aide de ses fidèles. Quand Michel V est capturé, les sagas affirment que c'est Harald lui-même qui lui crève les yeux, le châtiment traditionnel pour les empereurs déchus byzantins. Zoé est rétablie sur le trône avec son nouvel époux Constantin IX. Harald demande la permission de rentrer en Norvège, mais l'impératrice refuse. Que ce soit par amour ou par pragmatisme politique, elle veut garder le commandant Vareg à Constantinople. Harald ne discute pas. Il s'échappe par le Bosphore avec 2 navires et quelques fidèles, forçant le passage des chaînes qui bloquent le détroit. Harald retourne à Kiev où Yaroslav lui confie la garde de son immense fortune. Il épouse Élisabeth, fille de Yaroslav, puis il retourne en Norvège en 1046 avec ses richesses et ses hommes. Son neveu Magnus le Bon règne sur la Norvège. Harald négocie, menace, use de son prestige. Magnus accepte finalement de partager le pouvoir. Quand Magnus meurt l'année suivante, Harald devient seul roi de Norvège. Son règne dure 20 ans. Il modernise l'armée norvégienne selon les techniques byzantines qu'il a apprises. Il fonde la ville d'Oslo. Il mène des campagnes contre le Danemark. Mais son ambition ne connaît pas de limite. En 1066, quand Édouard le Confesseur, roi d'Angleterre, meurt sans héritier, Harald revendique le trône anglais. Il rassemble une flotte de 300 navires et 9000 hommes pour envahir l'Angleterre. C'est la dernière grande expédition viking. Harald remporte d'abord des victoires à Fulford et York. Mais le 25 septembre 1066, Harold Godwinson, le roi anglais, le surprend au pont de Stamford. Harald meurt pendant la bataille. Le carnage est tel que seulement 24 des 300 navires suffisent à ramener les survivants. 19 jours plus tard, Harold Godwinson meurt lui-même à Hastings face à Guillaume de Normandie. La mort d'Harald Hardrada marque symboliquement la fin de l'ère viking. Le dernier grand roi viking, formé dans les rangs de la garde Vareg, tombe en essayant de conquérir un royaume. Son histoire, de prince exilé à commandant d'élite à roi de Norvège, incarne l'esprit de la garde, ambition, courage, soif de gloire et de richesse.
La même année 1066, qui voit la mort d'Harald Hardrada, marque aussi un tournant pour la garde Vareg. Après la conquête normande de l'Angleterre, des milliers de guerriers anglo-saxons fuient la domination de Guillaume le Conquérant. Beaucoup prennent la route de Constantinople pour offrir leurs services à l'empereur byzantin. Ces anglo-saxons sont des guerriers redoutables dans leur propre droit. Les Huscarls, la garde d'élite des rois anglo-saxons, sont célèbres pour leur maîtrise de la hache danoise, la même arme que les Vareg scandinaves. Leur formation au combat en mur de bouclier correspond parfaitement aux tactiques de la garde Vareg. L'empereur Alexis Ier Comnène, qui monte sur le trône en 1081, les accueille avec joie. Un chrysobule de l'époque liste les différentes unités au service d'Alexis: Russes, Vareg, Anglais, Kilfin, Francs, Germains, Bulgares, Arabes, Alains, Ibères. Cette diversité témoigne du caractère cosmopolite de l'armée byzantine. Mais parmi tous ces groupes, les anglo-saxons deviennent rapidement dominants dans la garde Vareg. Anne Comnène, fille d'Alexis Ier et auteur de l'Alexiade, parle de ces barbares porteurs de haches venant de Thulé. Elle décrit leur loyauté farouche, leur stature impressionnante, leur maîtrise des armes. Les anglo-saxons apportent avec eux une haine viscérale des Normands, ce qui les rend d'autant plus précieux pour Byzance, alors que les Normands menacent les territoires byzantins en Italie du Sud. En 1081, à Dyrrhachium, en Albanie moderne, la garde Vareg à majorité anglo-saxonne affronte les Italo-Normands dans une bataille épique. C'est un affrontement chargé d'histoire. Anglo-saxons exilés contre Normands conquérants, se battant loin de leur terre d'origine pour un empire étranger. L'empereur Alexis place ses Vareg en tête de ses lignes, comptant sur leur réputation pour intimider l'ennemi. Mais les temps ont changé. La cavalerie normande, lourdement armée et tactiquement supérieure, charge la ligne Vareg. Les guerriers anglo-saxons et scandinaves se battent avec leur courage habituel, mais ils sont presque anéantis. Cette défaite révèle une faiblesse. Les Vareg, aussi féroces soient-ils, sont avant tout une infanterie lourde. Face à la cavalerie disciplinée et aux nouvelles tactiques militaires du XIIe siècle, leur approche traditionnelle devient moins efficace. Malgré cette défaite, les anglo-saxons continuent de former la majorité de la garde pendant les 2 siècles suivants. Au XIIIe siècle, le livre des offices de Georges Codinos mentionne qu'à Noël, les Vareg viennent présenter leurs vœux à l'empereur dans leur langue, c'est-à-dire l'anglais, frappant de leur hache de guerre avec grand bruit. Cette tradition montre comment la garde a maintenu son identité distincte, même en changeant de composition ethnique. Certains anglo-saxons exilés créent même une colonie dans les Balkans, près des bastions de la mer Noire où la garde Vareg possède des terres. Ils l'appellent Nova Anglia, la Nouvelle-Angleterre. Cette colonie ne dure pas longtemps, mais elle témoigne du désir de ces exilés de recréer un morceau de leur patrie perdue. L'exemple le plus frappant de loyauté Vareg se produit en 1118, à la mort d'Alexis Ier. Son fils, Jean II, doit affronter une révolte menée par l'impératrice Irène et sa sœur Anne, qui veulent placer le mari d'Anne sur le trône. Les Vareg refusent d'abord l'accès de Sainte-Sophie à Jean II, mais quand il leur montre la bague de son père, ils le reconnaissent comme empereur légitime, lui permettent d'être couronné par le patriarche et l'aident à prendre le contrôle de l'armée et de la marine. Cette intervention décisive met fin à la révolte. C'est l'un des rares exemples où les Vareg interviennent activement dans la politique intérieure byzantine. En 1122, lors de la bataille de Beroia, Jean II utilise sa troupe Vareg de 450 hommes avec succès. Ce chiffre relativement modeste montre que la garde n'a jamais été une armée massive, mais plutôt une unité d'élite compacte et hautement entraînée. Sa valeur réside dans sa qualité, pas dans sa quantité. Le XIIIe siècle marque le début du déclin de la garde Vareg. Les raisons sont multiples et complexes. D'abord, l'empire byzantin lui-même s'affaiblit. Les guerres constantes, la perte de territoire, les crises économiques réduisent les ressources disponibles pour payer les mercenaires étrangers. Les Vareg, habitués à des soldes généreuses et à des pillages lucratifs, trouvent de moins en moins leur compte. Ensuite, l'évolution de la guerre rend les tactiques traditionnelles de la garde moins pertinentes. La cavalerie lourde, l'arbalète, les nouvelles formations militaires changent la nature du combat médiéval. Une infanterie, même d'élite, même armée de haches redoutables, ne peut plus dominer le champ de bataille comme au XIe et XIIe siècle. Le recrutement devient aussi problématique. Le flux de guerriers nordiques et anglo-saxons se tarit. La Scandinavie se christianise, se stabilise, développe ses propres royaumes puissants qui retiennent leurs guerriers.
L'Angleterre, sous domination normande puis anglaise, n'envoie plus ses exilés vers Constantinople. Les routes commerciales qui facilitaient le voyage vers Byzance deviennent moins sûres, moins fréquentées. En 1195, l'empereur Alexis III, conscient de la faiblesse de sa garde, écrit personnellement aux 3 rois de Scandinavie, Sverre de Norvège, Knud Karlsson de Suède et Knud Six de Danemark. Il leur demande de renforcer la garde Vareg pour sauver son trône. Cette démarche désespérée témoigne de la valeur que les empereurs byzantins accordent encore à leur garde nordique. Mais les rois scandinaves ont leurs propres préoccupations. Les renforts n'arrivent jamais en nombre suffisant. Les Varegs sont de moins en moins utilisés dans les expéditions militaires. Ils deviennent principalement une garde de palais, une force de police pour Constantinople même. Leur rôle cérémoniel prend le pas sur leur fonction militaire. Ils se tiennent autour de l'empereur lors des grandes occasions, frappant le sol de leurs haches avec grand bruit, rappelant par leur présence la gloire passée de l'Empire. Le coup fatal arrive en 1204 avec la 4e croisade. Les croisés, détournés de leur objectif de reconquérir la Terre Sainte, attaquent Constantinople elle-même. Les Varegs défendent la ville lors de l'assaut du 17 juillet 1203. Ils sont parmi les seuls à se battre véritablement pour protéger la capitale byzantine. Les croisés, connaissant leur réputation, évitent soigneusement les sections des murailles défendues par les guerriers scandinaves et anglo-saxons. Quand l'empereur Alexis V Murtzuphlus monte sur le trône dans le chaos, il promet aux Varegs que s'ils le soutiennent et qu'ils échouent, ils seront remplacés par des Latins. Cette menace les motive à se battre avec une dernière fois avec leur férocité légendaire. Mais Alexis V s'enfuit. Les Latins entrent dans Constantinople le 12 avril 1204. Il ne reste aux derniers Varegs qu'à se rendre aux conquérants. L'Empire byzantin se fragmente. Les Byzantins maintiennent un empire réduit à Nicée, en Asie mineure. Là, une nouvelle version de la garde Vareg est créée, le Keltai Pelekofroi, le régiment des porteurs de haches. Ce régiment fait partie des 5 régiments de la garde impériale. Il veille sur le trésor impérial et assure la protection de l'empereur. Mais ce n'est qu'une ombre de l'ancienne garde Vareg. Quand les Byzantins reprennent Constantinople, en 1261, les références aux Varegs deviennent rares et sporadiques. Vers la fin du XIIIe siècle, les Varegs s'assimilent pratiquement aux Grecs byzantins. Leur identité distincte s'efface. Quelques individus s'identifient encore comme Varegs dans les années 1400, mais ils ne forment plus un corps militaire cohérent. En 1404, le chroniqueur Adam Dusk mentionne des gardes anglais portant des haches au palais byzantin. C'est la dernière référence claire aux Varegs dans les archives historiques. Après cela, ils disparaissent des documents. Quand Constantinople tombe aux mains des Ottomans en 1453, la garde Vareg n'existe plus depuis longtemps. Pendant près de 5 siècles, de 988 à environ 1400, la garde Vareg a servi les empereurs byzantins avec une loyauté et une efficacité remarquables. Aucune autre unité de mercenaires dans l'histoire médiévale n'a duré aussi longtemps ni n'a acquis une telle réputation. Les Varegs ont défendu Constantinople contre des ennemis innombrables, ont participé à des campagnes de la Sicile à l'Arménie, ont protégé des dizaines d'empereurs. Que reste-t-il aujourd'hui de la garde Vareg? D'abord, des traces physiques. Les graffitis runiques à Sainte-Sophie, les pierres runiques en Scandinavie commémorant les guerriers morts à Constantinople. Ces vestiges tangibles prouvent que les sagas n'inventent pas tout, que ces hommes du Nord ont vraiment servi l'empereur byzantin. Ensuite, des influences culturelles. Les Varegs qui retournent en Scandinavie rapportent avec eux des idées d'art et d'architecture byzantine. On retrouve des motifs byzantins dans l'artisanat nordique de l'époque. Les bijoux, les tissus, les techniques de travail du métal montrent des influences orientales qui transitent par Constantinople. La christianisation de la Scandinavie doit aussi quelque chose aux Varegs. L'exposition au christianisme orthodoxe à Byzance familiarise ces guerriers avec les pratiques et croyances chrétiennes. Beaucoup se convertissent pendant leur service. Quand ils rentrent chez eux, ils participent à la transformation religieuse de leur société d'origine. Sur le plan militaire, certaines techniques byzantines s'intègrent dans les pratiques nordiques grâce aux anciens Varegs. Harald Hardrada en particulier modernise l'armée norvégienne selon les modèles qu'il a appris à Constantinople. Cette transmission de savoir militaire influence le développement des armées scandinaves du Moyen-Âge. Mais l'héritage le plus durable de la garde Vareg est peut-être son impact sur l'imaginaire collectif. Les sagas islandaises regorgent d'histoires de Vareg. Ces récits,
écrits au XIIIe et XIVe siècle, préservent la mémoire de guerriers partis chercher fortune à l'autre bout du monde connu. Ils inspirent des générations de Scandinaves, créant un mythe de l'aventurier nordique qui persiste encore aujourd'hui. La route des Varegs elle-même devient légendaire. De la Baltique à la mer Noire, ce réseau de fleuves et de portages relie le monde nordique au monde byzantin. Les Vikings suédois l'empruntent pendant des siècles, créant des comptoirs, des colonies, des royaumes. Kiev, Novgorod, d'autres villes russes doivent leur fondation à ces voyageurs scandinaves. La Russie elle-même tire son nom des Russes, ces Varegs qui ont gouverné les premières principautés slaves. Les historiens débattent encore aujourd'hui de l'impact réel des Varegs sur la formation de l'État russe. La théorie normande affirme que les Varegs ont créé les structures politiques de la Russe de Kiev. Les historiens slaves soulignent que des communautés slaves organisées existaient avant l'arrivée des Vikings. La vérité se trouve probablement entre les deux. Les Varegs n'ont pas créé la civilisation slave, mais ils ont contribué significativement à son développement économique et militaire. Dans la culture populaire moderne, la garde Vareg fascine toujours. Des romans historiques, des jeux vidéo, des séries télévisées recréent l'épopée de ces guerriers nordiques au service de Byzance. Le groupe de métal finlandais Turisas sort en 2007 un album conceptuel intitulé The Varangian Way, retraçant le voyage d'un groupe de Varegs de Scandinavie à Constantinople. Les paroles utilisent les termes norrois pour les villes, Miklagard pour Constantinople, Holmgard pour Novgorod. Cette fascination reflète quelque chose de profond. La garde Vareg incarne un moment unique où deux civilisations très différentes se rencontrent et collaborent. Les Vikings, guerriers du Nord souvent perçus comme des barbares destructeurs, deviennent les protecteurs de la civilisation byzantine la plus raffinée. Les Byzantins, souvent moqués pour leur bureaucratie et leurs intrigues, trouvent en ces étrangers une loyauté qu'ils ne trouvent pas chez leurs propres citoyens. C'est aussi l'histoire d'hommes qui traversent un continent entier pour chercher gloire et fortune, qui laissent derrière eux tout ce qu'ils connaissent pour servir un empereur dont ils ne parlent pas la langue, dans une ville dont ils ne comprennent pas les coutumes. Certains meurent loin de chez eux, d'autres reviennent riches et respectés. Quelques-uns, comme Harald Hardrada, deviennent des légendes. La garde Vareg nous rappelle que l'histoire médiévale est plus complexe et interconnectée que nous l'imaginons souvent. Les Vikings ne restent pas en Scandinavie. Ils voyagent en Amérique du Nord, en Méditerranée, en Russie. Ils servent comme mercenaires, établissent des royaumes, fondent des villes. Byzance, loin d'être isolée, recrute des guerriers du monde entier, intégrant des Scandinaves, des Anglo-Saxons, des Turcs, des Arabes dans son armée. Cette ouverture cosmopolite est une des forces de l'Empire byzantin. Pendant que l'Europe occidentale se fragmente en petits royaumes souvent xénophobes, Constantinople reste une métropole internationale où coexistent des dizaines de peuples et de langues. Les Varegs trouvent leur place dans cette mosaïque, contribuant à la défense d'un empire qui n'est pas le leur, mais qui leur offre des opportunités impossibles à trouver ailleurs. Quand la garde Vareg disparaît finalement au XVe siècle, c'est plus qu'une unité militaire qui s'éteint. C'est la fin d'une époque où des guerriers pouvaient encore faire fortune par leur épée, où l'aventure et l'exotisme attiraient des hommes prêts à risquer leur vie pour la gloire et l'or. C'est aussi un symptôme du déclin byzantin. Quand l'Empire ne peut plus payer ses gardes légendaires, quand il ne peut plus attirer des recrues de l'autre bout du monde, sa fin approche. Les Varegs ont défendu Constantinople pendant des siècles. Ironiquement, ils ne sont plus là quand la ville tombe finalement en 1453. Peut-être que si la garde avait encore existé dans toute sa gloire, les murailles de Constantinople auraient tenu une fois de plus. Nous ne le saurons jamais. Ce que nous savons, c'est que pendant leur apogée, ces guerriers du Nord étaient parmi les soldats les plus redoutables du monde médiéval. Leur histoire est celle d'un pacte entre le Nord et le Sud, entre la barbarie et la civilisation, entre la loyauté brute et le raffinement byzantin. C'est l'histoire de Vikings qui deviennent les gardiens d'un empereur chrétien, d'anglo-saxons exilés qui trouvent une nouvelle patrie dans une ville étrangère, d'hommes qui prêtent serment à un souverain qu'ils ne comprennent pas toujours, mais qu'ils protègent jusqu'à la mort. La garde Vareg nous rappelle que l'honneur, la loyauté, le courage transcendent les frontières culturelles. Ces valeurs que les Varegs incarnent résonnent à travers les siècles. Elles expliquent pourquoi, plus de 500 ans après leur disparition, nous racontons encore leurs histoires. Quand le dernier Vareg frappe le sol de sa hache pour la dernière fois,
Quand il prête serment à un empereur qui ne régnera bientôt plus, il ne sait pas qu'il clôt un chapitre remarquable de l'histoire. Mais son geste, répété pendant des siècles par des milliers de guerriers avant lui, symbolise quelque chose de permanent. Le lien entre celui qui protège et celui qui est protégé. Le serment sacré du soldat envers son seigneur. Les empires tombent, les civilisations s'effacent, mais les histoires de courage et de loyauté survivent. La garde Vareg a disparu depuis longtemps, mais son souvenir perdure. Dans les pierres runiques de Suède, dans les graffitis de Sainte-Sophie, dans les sagas islandaises, et dans notre fascination moderne pour ces guerriers venus du froid qui ont traversé le monde pour servir l'empereur de Byzance. C'est leur héritage véritable, avoir prouvé qu'il existe des hommes prêts à tout risquer pour la gloire, à tout sacrifier pour leur serment, à traverser des continents pour chercher leur destin. Les Vareg l'ont fait, et ce faisant, ils sont entrés dans la légende.